On attend encore une minute. Ok. Donc, on peut commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire sur l'intégration des critères ESG, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la chaîne de valeur de l'investissement immobilier. Ce webinaire se veut comme un partage d'expérience sur l'intégration qui a commencé d'une intégration ESG volontaire à l'intégration réglementaire sur les 2-3 années d'exercice et d'accompagnement de clients sur le marché. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons parmi nous des experts et un investisseur comme invité d'honneur pour qu'elle partage avec vous son expérience. Donc, je commencerai par un tour de table pour nous présenter à vous et puis on lancera notre partage d'expérience. Donc, autour de la table, je me présente Charazet Faye, Senior Manager en Sustainable Finance Advisory chez Etifinance. Donc, j'ai rejoint Etifinance en 2021 et j'ai globalement 11 ans d'expérience dans l'asset management. Je passe la parole à Marion Chiguillaume. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Marion Chiguillaume, je suis directrice de patrimoine chez Mocom Partners. Je suis arrivée en 2018 chez Mocom Partners et on s'occupe d'un portefeuille d'immobilier commercial. Puis Simon. Bonjour à tous, Simon Zvoniarkiewicz, je suis un expert indépendant en immobilier durable, presque 10 ans d'expérience, y compris 4 ans en France. Et je suis un partenaire avec Etifinance depuis sur la thématique de technique en immobilier durable. Okay. Et notre expert en immobilier durable, Martin, qui est en distanciel. Martin. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Martin Courgeon, effectivement, je travaille chez Etifinance et je me suis spécialisé depuis quelques années dans le conseil aux investisseurs en immobilier sur les questions ESG notamment. Ça va du label ISR à l'accompagnement sur l'article 29 ou plus généralement à la mise en place de stratégies ESG au sein d'une société de gestion. Super, merci beaucoup. Donc, notre webinaire va se structurer en 3 chapitres. Le premier, c'est le contexte et l'état des lieux pour vous expliquer le contexte dans lequel on a acquis notre expérience. Et puis après, on va vous faire un retour d'expérience détaillé, thématique par thématique. Et on va dédier 10 minutes ou 15 minutes à la fin pour répondre à vos éventuelles questions. N'hésitez surtout pas à les poser dès à présent via le chat et nous répondrons à la fin, bien sûr. Donc, je laisse la main à Martin qui va vous présenter une grande partie du contexte. Alors oui, effectivement, très rapidement, puisque le but, on sait que beaucoup des choses qu'on va présenter ici sont des choses déjà connues.
Mais pour refaire un petit état des lieux, notamment après cette rentrée, la première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est un marché. Voilà, l'ESG commence à prendre une place assez importante. L'immobilier durable commence à prendre une place assez importante dans l'investissement. C'est ce que vous voyez sur la droite, hein, avec une bonne partie finalement des fonds immobiliers sur la place française qui sont classés soit article 8 soit article 9. Et la tendance a tendance à augmenter, hein. Ce graphique a déjà 1 an. Si on le refaisait aujourd'hui, je pense que cette tendance aurait encore augmenté. Plus généralement, hein, pour reprendre des chiffres un petit peu plus généraux sur l'environnement et l'immobilier, ce qu'on peut observer quand même en France, c'est que la part de l'immobilier dans la consommation d'énergie et dans les émissions de GES est très, très importante, hein. Pour rappel, les estimations montrent qu'on a à peu près plus de 40 hein, de la consommation d'énergie finale en France qui est dédiée à l'immobilier, de la construction jusqu'à l'habitat, et 23 des émissions de GES. C'est donc un poste extrêmement important, et c'est donc un poste dont on ne pourra pas se passer de regarder très attentivement si on veut faire des efforts de réduction d'énergie et d'émissions. Et enfin, plus sur l'ESG en immobilier, hein, des chiffres de l'ASPIM et de l'OID qui montrent que finalement le sujet a été assez pris en compte, hein, par les acteurs de l'immobilier. 81 des encours auraient une stratégie ESG. 68 des sociétés de gestion mentionnent des objectifs ESG. Et enfin, à peu près 40 des fonds possèdent une démarche ESG engageante, hein, c'est-à-dire qui impose une contrainte dans leur stratégie, hein, qui n'est pas juste, on va dire, une validation de principe. Donc voilà pour ces chiffres un peu globaux. Si on va un peu plus sur le contexte bâtimentaire rapidement, qu'est-ce qu'on a pu voir ces derniers temps? Encore une fois, c'est vraiment à gros traits, hein, c'est vraiment pour donner une idée. Bon, déjà, c'est que en 2022, malgré les évolutions du secteur, dans les fonds immobiliers, le bureau reste très prépondérant, hein, presque la moitié à lui tout seul des encours, suivi d'assez loin quand même, hein, par le commerce. Et ensuite par la santé, éducation et le résidentiel et l'hôtel. Donc voilà, encore une fois, hein, malgré les évolutions qu'on a pu voir voilà, sur le télétravail, sur ce genre de choses, le bureau reste quand même très, très prépondérant. Enfin, on a pu observer que malgré le Covid, finalement, l'engouement, hein, c'était assez peu tari au moment du Covid. En revanche, effectivement, suite à l'augmentation des taux d'intérêt, etc. Là, c'est plus là qu'on a commencé à voir sur les fonds immobiliers un impact, hein, notamment sur les SCPI récemment. Voilà pour ces éléments un peu généraux. Enfin, hein, sur le contexte plutôt réglementaire, là aussi, on va aller très vite parce que je pense que tout le monde commence à avoir un peu des idées assez claires sur ces éléments, hein. La SFDR, la taxonomie, mais aussi MiFID. On a quelques problématiques de connexion, Martin. Voilà, impose des nouvelles règles aux sociétés de gestion et aux sociétés de gestion immobilière. L'article 29 également, hein, du côté de la réglementation purement française, demande aussi des pratiques. Oui, Martin, il y a un petit souci avec votre connexion. Est-ce que c'est possible de peut-être éteindre la caméra pour avoir un peu plus de flux? Bon. J'ai été déconnecté, j'ai l'impression. Oui. Il y a un petit sujet avec votre connexion, Martin. Donc, je ne sais pas si ça s'améliore. Vous m'entendez à nouveau là ou pas? Très bien. Ok. Donc oui, je disais effectivement, hein, sur ces réglementations qu'on commence bien à connaître, hein, notamment la SFDR, la taxonomie, l'article 29 du côté français, impose, hein, des nouveaux cadres aux sociétés de gestion immobilière, malgré, et ça peut-être on le reverra dans la partie retour d'expérience, des cadres pas forcément très très bien posés pour l'immobilier.
Mais voilà, on a vu, hein, avec l'article 29, la première salve de rapports complets pour les sociétés de gestion. On voit que ça demande un nouveau niveau d'engagement encore, hein, même par rapport à la SFDR que l'on commence à bien connaître. Et enfin, dernier point sur ces contextes un peu général, cette fois-ci la réglementation purement bâtimentaire, qui là aussi, hein, impose de nouvelles règles et on va dire, renforce encore, hein, la prise en compte de l'ESG par les fonds immobiliers. On en cite 2 principales, hein, le décret éco-énergie tertiaire qui fixe des échéances, hein, de dégression progressive des réductions d'énergie et donc des réductions de GES, qui concerne tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m², et la loi climat résilience qui va poser des contraintes notamment pour le résidentiel, sur les étiquettes énergétiques. À ça s'ajoute toute une autre batterie, hein, de réglementation dans laquelle on ne va pas entrer dans le détail. On peut penser à la loi TECV, à la loi Elan, qui là aussi sont assez importantes. Merci beaucoup, Martin. En effet, donc à partir de 2020, on a commencé à avoir un déferlement réglementaire sur l'investissement globalement et puis sur l'investissement et l'immobilier en particulier. Donc Etifinance a donc mis en place une étude de marché annuelle qui s'appelle Panorama IR Immobilier. Nous avons réalisé cette étude afin d'accompagner les acteurs du marché pour améliorer leurs pratiques. Donc, on analyse toutes les sociétés de gestion qui ont au moins un fonds immobilier dans leur portefeuille. Et on restitue cette analyse à chaque société individuellement à titre gracieux. Et puis, on restitue les résultats globaux d'une manière un peu publique. Donc, et nous avons constaté cette évolution depuis 2021. Donc, on le voit dans ce graphique que donc les articles 8 ont passé de 24% à 38%, donc sur 78 sociétés de gestion immobilière. Donc, on voit bien que c'est une augmentation significative d'intégration des critères ESG, sachant que, pour rappel, l'article 8, on a au moins donc on promeut les caractéristiques ESG. Il peut aussi avoir un objectif en matière de durabilité sur une partie du portefeuille. Et puis, pour l'article 9, on voit que l'évolution, elle est un peu plus stable. Donc, on voit même une petite diminution liée aux précisions de l'AMF en fin d'année, une augmentation, une petite augmentation, mais puis on a vu en fin d'année 2022 une petite diminution aussi liée à l'intervention de l'AMF en novembre 2022. Mais bon, ça sera dans notre prochaine étude 2023. Et donc, on voit bien que on est beaucoup plus dans l'immobilier sur des articles 8, sur l'intégration des critères ESG et puis sur le respect des réglementations qu'on vous a présentées juste avant. Donc, la même étude qu'on a réalisée, on a constaté que le nombre de sociétés de gestion ayant au moins un fonds labellisé sur 2021 était autour de 22%. Et puis, ça a doublé en 2022. Donc, l'intégration des critères ESG s'est concrétisée en pratique par la labellisation ISR pour certains fonds. Et donc, on voit bien l'engouement des acteurs à intégrer les critères ESG, donc d'une manière volontaire, mais aussi, comme on a dit, d'une manière réglementaire. On voit aussi que le nombre de fonds labellisés à ce jour, à la fin du deuxième trimestre 2023, selon l'ASPIM, il est autour de 122 fonds labellisés. On voit donc via ces chiffres l'importance que revêt l'intégration des critères ESG dans la gestion des fonds immobiliers.
donc, on a fait la même étude sur la part, donc la labellisation immobilière, donc la certification immobilière, et on voit que donc on a 34% de sociétés de gestion qui ont une démarche de certification de leurs immeubles. Donc, on vous a mis ici quelques exemples de certifications, enfin les exemples les plus courants, les certifications les plus utilisées sur le marché, mais bien sûr, il y en a d'autres. Et puis après, d'autres initiatives volontaires qu'on a vues sur le marché, un peu en ordre croissant, ici présenté en ordre croissant. Donc, les acteurs d'investissement immobilier, à l'instar de leurs confrères investisseurs, gestion immobilière, et ils font appel à des initiatives, donc ils adhèrent à des initiatives de place, notamment les PRI, donc les principes de l'investissement responsable de l'ONU. Puis après, on a aussi le CDP qui vient comme initiative auquel adhèrent aussi beaucoup les acteurs de l'immobilier. Donc, on a le GRESP qui permet aussi d'évaluer et de donner un rating pour les actifs immobiliers. Plus récemment, on voit beaucoup d'adhésion à l'initiative Science Based Target parce qu'il y a on a une initiative sectorielle pour l'immobilier pour l'atteinte du net zéro qui a été éditée. On a le CREM qui est utilisé beaucoup aussi par les acteurs de la place pour suivre donc l'alignement donc aux accords de Paris et l'alignement à 1,5 degré. Et puis aussi, on a quelques acteurs de l'immobilier, mais beaucoup plus les acteurs, les bailleurs sociaux, etc., qui font appel à la méthodologie ACT. Donc, qui permet d'analyser la stratégie de transition carbone de ces entreprises. Donc, voilà, ce n'est pas une liste exhaustive parce qu'on a aussi une adhésion à l'OID, on a d'autres initiatives. Donc, par exemple, on a la SPIM, tous les acteurs de la place sont adhérents. Donc, c'est pas des initiatives qui sont vraiment incontournables. Elles sont vraiment incontournables, ces deux initiatives, OID et ASPIM. En général, on a pas mal d'adhésions à ces initiatives. Donc, voilà pour le contexte. Donc, nous avons travaillé ces 2-3 années précédentes avec toutes ces réglementations qu'on vous a présentées autour et avec les acteurs du marché pour intégrer et adhérer à ces initiatives. Nous avons beaucoup travaillé sur la labellisation ISR. Nous avons accompagné pas mal d'acteurs sur la labellisation ISR et la mise en place d'une démarche ESG. Et aujourd'hui, comme on vous a dit, on va vous faire un retour d'expérience sur tout ce qu'on a constaté et pendant ces 2 dernières années. Donc, ce qu'on a constaté principalement, c'est quelles sont les thématiques qui sont les plus utilisées par les acteurs dans la création ou dans la prise en compte, quelles sont les thématiques ESG qui sont prises en compte dans le processus de prise de décision et de gestion. Le premier point, le premier critère et première thématique, c'est l'intégration des critères ESG dans l'acquisition des actifs comme étant une thématique globale. Comment ça se traduit? C'est tout simplement c'est la notation ESG qui résulte de plusieurs critères et à la fin on donnera une notation qui intègre des critères E, S et G en moyennant, en équipondérant, en pondérant suivant les enjeux de chaque indicateur. Donc, certains acteurs, ou la majorité des acteurs, utilisent cette technique-là de notation. On a une autre thématique qui revient le plus, c'est la réduction des gaz à effet de serre.
Donc, cette thématique de réduction des gaz à effet de serre vient bien sûr suite à la réglementation, suite aux accords de Paris et suite aux problématiques, aux enjeux de transition climatique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et comment elle se traduit par la mise en avant d'objectifs et la mise en avant d'indicateurs de suivi typiquement liés à cette thématique, notamment la consommation d'énergie primaire ou finale, les émissions scope 1, scope 2 principalement, des indicateurs sur la performance énergétique, l'intensité énergétique par mètre carré par an. Donc, ces éléments-là reviennent le plus souvent dans l'immobilier. La troisième thématique qui vient pratiquement au même niveau, c'est le bien-être des occupants. Le bien-être des occupants peut, c'est une thématique assez qui réunit pas mal d'indicateurs. Donc, le bien-être peut bien sûr être lié au confort des occupants, à l'évolutivité de l'utilisation des biens, ou bien aussi à toute la partie mobilité douce, mise en place de services aux occupants, mobilité verte, etc. Donc, cette thématique revient assez souvent en 2022 lors de notre étude Panorama IR Immobilier. On voit depuis 2022 surtout la thématique aussi biodiversité qui ressort beaucoup ces derniers temps, et c'est suivi par le taux d'artificialisation des sols, le coefficient biotope, mais aussi on peut voir toute la partie exposition de l'actif à des risques, exposition de l'actif non, je vais le reformuler autrement. Surtout, on voit toute la partie réduction de la toxicité de la gestion des actifs, au sens où mise en place de politiques zéro phytosanitaire, zéro produit phytosanitaire, mise en place de politiques de zéro exposition à des produits toxiques d'entretien au quotidien, donc végétalisation, toute la partie sur utilisation des plants dans les jardins qui sont des arbres endémiques, etc. Donc, et puis on a la labellisation, donc labellisation bâtimentaire qu'on vient juste de voir avant. Et puis, au dernier point, on a toute la partie politique d'impact qui est émergente aujourd'hui, mais les deux indicateurs et les deux thématiques d'impact qui sont utilisés à ce jour par les acteurs du marché, c'est l'impact positif sur les territoires via la création d'emplois dans les zones qui ont un besoin, donc un fort taux de chômage, mais aussi, on a vu récemment beaucoup de thématiques d'impact autour du plafonnement des loyers. Donc, plafonnement des loyers, loyers modérés. Donc, c'est des thématiques qui reviennent le plus en matière d'impact en immobilier. Donc, voilà pour les principales thématiques qui viennent. Bien sûr, donc ces thématiques viennent répondre à deux enjeux, soit l'enjeu de maîtrise des risques pour l'investisseur, soit l'enjeu de la contribution à l'intérêt général via la réduction des principales adverse impacts des biens immobiliers. Donc, on revient comment on utilise ces thématiques. Ces thématiques sont intégrées bien sûr tout au long de la chaîne de valeur. On intègre les critères ESG en amont d'investissement, donc pour toute la phase d'investissement, pendant la détention, et on valorise cette intégration pour la cession, parce que oui, de plus en plus, l'ESG est créateur de valeur pour l'investisseur. Donc en amont d'investissement, on vous a mis les points avec des petites étoiles, en fait, et c'est
qui témoignent du niveau de maturité. Donc, les pratiques les moins matures en matière de ESG, c'est la mise en place d'une politique d'exclusion. Globalement, on peut dire qu'un investisseur qui met le minimum de critères ESG dans son processus d'investissement, il peut, par exemple, exclure tous les biens qui sont exposés aux énergies fossiles. Donc, voilà. Donc, il ne va pas investir dans des biens ayant, par exemple, une station d'essence ou on peut donner pas mal d'exemples, mais voilà. Donc, là, c'est vraiment vraiment le premier niveau d'intégration des critères ESG. Puis après, le niveau confirmé, c'est mettre en place analyse des caractéristiques ESG via un rating. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure dans l'intégration ESG globalement. Et puis, on a un niveau un peu plus haut qui est un peu une pratique avancée qui sont mises en place d'analyse des controverses, mise en place aussi des due diligence ESG. La différence du rating, tout simplement, la due diligence vient donc étayer, expliquer chaque indicateur et donner des recommandations pour ces caractéristiques. Et créer à la fin un plan d'amélioration, un plan d'action pour remédier au point d'amélioration, donc des findings de la due diligence. Nous avons parmi nous aussi sur le marché des acteurs qui ont dépassé ce stade et sont vraiment leaders, où ils mettent en place des due diligence climatiques, résilience climatique pour les biens. Donc, c'est vraiment les pratiques les plus avancées. Donc, en plus de la due diligence ESG, rajouter une due diligence climatique. Et puis après, on a aussi la mise en place d'objectifs d'impact positif qui sont vraiment, c'est un marché niche à ce jour et qui est pratiqué par certains leaders du marché. Donc, voilà pour la phase d'investissement. Nous avons essayé de synthétiser donc ces pratiques-là. Pour la phase d'investissement, il y a certainement d'autres pratiques, mais ce n'est pas celles qui reviennent le plus pendant nos interventions. Pour la phase de détention, nous avons constaté que pour les acteurs, les confirmés qui commencent à être confirmés en matière d'intégration des critères ESG, on a la signature des annexes ESG, annexe environnementale, un code d'éthique, etc. Nous avons un suivi annuel des reporting, donc, qui vient aussi à partir du moment où on a des engagements, on a un suivi. Et puis après, on a des acteurs qui initient une labellisation bâtimentaire pour évaluer le bien ou pour essayer de mettre en place une démarche d'amélioration. Là, on a les autres acteurs qui sont avancés, qui mettent en place une charte d'achat responsable avec leurs fournisseurs, tous les fournisseurs et prestataires des biens. Nous avons un déploiement de travaux de rénovation énergétique. Alors, c'est avancé, maintenant c'est un peu obligatoire par la réglementation, mais il y en a certains acteurs qui sont très avancés, qui souhaitent s'aligner par exemple à la taxonomie et vraiment ils font des travaux de rénovation qui sont assez conséquents. Et puis après, pour les leaders, nous avons pas mal la thématique de suivi de trajectoire carbone et l'analyse des risques ESG qui est intégrée dans leur suivi annuel d'une manière active. Donc, tous ces éléments-là, c'est un suivi actif au sens où on a chaque année, on a ces points-là, voire d'une manière semestrielle ou trimestrielle. Puis après, en phase de session, nous avons la valorisation du
du progrès peut se faire via une due diligence ESG. Et puis après, aussi la labellisation pour démontrer l'upgrade du bien entre le moment où on l'a acheté et le moment où on l'a cédé. Donc, voilà pour les principales pratiques qu'on a observées sur le marché. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez ou à préciser d'autres pratiques si vous faites d'autres, vous pratiquez d'autres intégrations ESG. Nous sommes preneurs de vos remarques et suggestions, puis informations. Donc là, je laisse la main à Simon qui va vous présenter son cœur d'expertise, la due diligence ESG. Bonjour. Je voudrais aborder un des aspects essentiels de la phase d'investissement, c'est-à-dire la due diligence, plus précisément la due diligence ESG. Et lorsqu'on envisage l'achat d'un actif, mais également un investissement dans un fonds immobilier, un ensemble exhaustif de vérifications est simplement indispensable. Cette démarche ne concerne pas uniquement l'acquéreur, mais également concerne le vendeur ou un gestionnaire d'actifs. Et quels sont les objectifs principaux? Alors d'abord, la gestion des risques. On veut protéger la valeur et la liquidité du portefeuille immobilier. Alors, nous examinons un éventail des risques, les risques réglementaires qui ont été déjà évoqués, par exemple taxonomie européenne, tertiaire, climat et résilience, ou les risques physiques, comme les risques liés au changement climatique, les risques technologiques. Donc, on parle beaucoup de l'obsolescence des systèmes techniques du bâtiment, les risques de réputation ou les risques de marché, comme les exigences des occupants ou des investisseurs. Un autre objectif de la due diligence ESG, c'est la création de valeur. Grâce à la due diligence, on repère les opportunités potentielles, comme la réduction des coûts, l'exploitation ou amélioration de taux d'inoccupation. Troisièmement, c'est la valorisation future. On anticipe les défauts et les atouts potentiels d'un actif pour sa valorisation future. Et enfin, il faut voir si la transaction simplement colle avec la stratégie d'investissement du fonds. Par exemple, est-ce qu'elle s'aligne avec les objectifs de labellisation ISR ou est-ce qu'elle s'aligne avec la taxonomie de l'Union européenne? En gros, la due diligence ESG, ce n'est pas juste une liste à cocher, c'est une analyse assez complète d'un côté technique, mais aussi opérationnel et réglementaire, et qui nous aide à affiner notre stratégie d'investissement et aussi pousser une croissance responsable. Prochain slide. La périmètre de la due diligence ESG variera en fonction de la maturité du client sur le sujet de ESG. Donc, d'un côté, dans les cas de clients avec une démarche qui n'est pas trop mature, ça peut être juste un simple DPE qui est déjà couvert par la due diligence technique, mais on voit que ce n'est pas suffisant actuellement. Pour ceux qui sont vraiment plus avancés dans leur démarche ESG, la due diligence devient de plus en plus complexe. Donc, on a voyé plusieurs briques possibles qu'on peut intégrer dans cette démarche-là. On commence souvent par l'évaluation de la performance globale en ESG. Donc, pour les actifs qui seront intégrés dans un des fonds labellisés ISR, cela signifie une évaluation basée sur la grille ISR, utilisée pour la labellisation. Pour les fonds non labellisés, nous allons vérifier des catégories qui ont été déjà évoquées par Shahrazad, donc par exemple l'efficacité énergétique, la gestion des déchets, biodiversité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et on voit que les investisseurs sont de plus en plus conscients des risques climatiques.
ce qui désormais est aussi un aspect régulièrement étudié. Nous sommes aussi témoins de l'émergence de la finance durable qui encourage l'usage des outils de benchmarking, de classification, de certification, tels que CRESB, taxonomie européenne, ou simplement la certification environnementale multicritère des immeubles en construction neuve ou en exploitation. Voilà, donc ce sont les aspects qui sont devenus de plus en plus courants dans cette démarche-là. Et pour conclure, quel est le but final? Donc, on essaie de comprendre quels sont les risques et les opportunités d'investissement dans un actif immobilier. On essaie de tracer une liste de recommandations techniques, mais aussi opérationnelles, avec leurs coûts associés. Et on essaie d'utiliser ces recommandations, on essaie de les mettre en place au cours de différentes phases de vie de vos actifs immobiliers. Merci beaucoup, Simon. Donc là, on passe rapidement au référentiel d'évaluation avec Martin. Et après, on passera au retour d'expérience de Marion. Oui, effectivement. Donc, pour la grille USG, effectivement, c'est quelque chose qui, bon, on le verra après avec le label ISR, etc., a connu un tout petit peu de standardisation. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'effectivement, on va retrouver très régulièrement une structure assez similaire, avec, on va dire, un niveau de, c'est ce qu'on a indiqué en bas de la slide, un niveau de maturité un petit peu dans on va dire, la précision de cette grille. Le premier niveau, c'est évidemment une structuration en piliers E, S et G, où on va avoir voilà, des questions un peu, on va dire, des thématiques un peu générales sur ces sujets, certains des enjeux qui ont été jugés matériels par la société de gestion, donc au sein desquels on va souvent retrouver ce qu'a cité Charazade au début, sur la réduction des GES, sur l'énergie, etc., etc. Sur on va commencer à être plus précis sur les grilles USG lorsqu'on va rentrer dans les différentes typologies qu'on va trouver, deux sortes de typologies. Les typologies, on va dire, d'acquisition ou en tout cas d'état du bâtiment, quand on va commencer à faire des critères, construire des critères différents en fonction de si on se trouve dans un bâtiment qui est déjà en exploitation, dans un bâtiment qui va être rénové ou dans une nouvelle construction. Un degré encore plus précis, on va dire, de subdivision des référentiels et de structuration d'une grille USG. On va avoir la typologie d'actifs qui est prise en compte. D'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, quand on est par exemple sur une VFA ou une nouvelle construction, on va un peu moins prendre en compte la typologie de l'actif. Alors que quand on va être en exploitation, souvent, on va rentrer beaucoup plus dans le détail de l'usage du bâtiment lui-même. Donc, si c'est un bureau, si c'est de la logistique, si c'est du commerce, voilà, les sujets, notamment en termes de social et de gouvernance, peuvent très fortement varier. Et enfin, on va dire un degré encore supérieur serait, en plus de cette grille de critères ESG, on va associer à ces critères ESG les risques associés et les risques auxquels ces critères ESG permettent de répondre ou au moins permettre, on va dire, d'avoir une vision claire, une cartographie claire des risques auxquels sont exposés les actifs. Donc effectivement, donner l'étiquette DPE ou les initiatives qui sont prises dans le bâtiment pour réduire l'énergie et le GES, c'est une première étape. Réussir à bien identifier les risques climatiques auxquels les initiatives qui ont été apportées, par exemple, répondent, en est une autre. Donc voilà un petit peu la gradation que l'on trouve aujourd'hui sur les référentiels d'évaluation ESG. Et on va en reparler tout de suite aussi avec le label ISR, dont le sujet est très connexe. Pour revenir très rapidement sur le label ISR, l'idée, surtout ici, c'est de vous présenter un petit peu avec près de 3 ans maintenant de label ISR immobilier, nos constats un peu sur ce label.
Avant ça, on va revenir très rapidement sur sa forme, hein. C'est un label que l'on obtient en répondant à 6 piliers, à la fois sur des objectifs ESG, sur la construction d'une méthodologie de notation, sur la prise en compte de cette méthodologie dans, le choix, et la construction du portefeuille, hein. Donc, ça doit être cette grille ESG, cette méthodologie d'analyse ne doit pas être purement indicative, mais doit avoir un impact sur le portefeuille, sur la construction et la vie du portefeuille. Hem, à cela, on va lier une politique d'engagement vis-à-vis des parties prenantes, hein, qui doit servir à, alimenter finalement, hein, cette grille ESG auprès, donc notamment des locataires, des property managers, de toutes les personnes en gros, hein, qui vont être amenées, de près ou de loin à, avoir un impact sur la vie et sur on va dire sur, les critères ESG, de l'actif. Tout cela ne sert à rien sans, effectivement, une meilleure communication sur les sujets ESG, hein. Donc le pilier 5 va vraiment revenir sur, une transparence renforcée sur, la performance ESG, mais aussi sur, on va dire, une communication interne sur ces sujets, hein. C'est notamment ce que va donner, on va dire, heu, une amélioration des pratiques, une plus grande transparence, vis-à-vis du contrôle et du RCCI. Et enfin, une mise en évidence du suivi du portefeuille ESG, sur le long terme. L'idée étant, hein, de pouvoir observer, de mettre tout en place pour pouvoir observer, sur plusieurs années, une amélioration des performances. Hem, voilà, c'est un label qui a été vraiment très adapté à l'immobilier par rapport au label ISR classique, ce qui est déjà un bon point en soi, hein, par rapport à d'autres règlements, enfin, à des réglementations, par exemple, qui sont beaucoup moins précises sur l'immobilier que peut être ce label. Les points positifs, hein, que l'on a pu observer, sur ces dernières années, c'est quand même, hein, une prise en main d'un modèle ESG assez spécifique à l'immobilier basé sur l'amélioration continue. L'idée, hein, c'est d'améliorer les actifs sur un moyen terme, là où le label ISR classique est plutôt, hein, un best in class et donc, bah, on va dire choisir les bons élèves. Ici, on va essayer d'accompagner les élèves, hein, plutôt que de les sélectionner à l'entrée. Donc là, c'est vraiment très bien, hein, pour des fonds immobiliers, heu, où finalement le gros du sujet, hein, dans l'immobilier en général, sur l'environnement notamment, va être l'amélioration de l'existant et pas du tout, la favorisation du neuf, qui est importante aussi, hein, mais on va dire le gros du sujet climatique et environnemental et social du bâtiment, hein, évidemment le parc bâtimentaire existant. Donc là-dessus, c'est un point assez positif, hein, qui a été voilà, bien pris en main par les acteurs, hein. On voit que beaucoup de fonds se sont labellisés en 3 ans. C'est un sujet qui est devenu, et ça peut-être que Marion pourra nous le redire un petit peu aussi après, c'est un sujet qui est devenu, assez incontournable pour certains acteurs. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un label qui a eu à cœur de prendre des enjeux qui sont adaptés à l'immobilier. On peut encore avoir un peu des critiques ou des choses à améliorer sur ce sujet, mais il y a eu un effort d'adaptation à l'immobilier qui est certain. Et enfin, malgré des disparités, hein, sur les méthodologies employées, on peut quand même observer un certain, hem, heu, une certaine standardisation des grilles, voilà, comme l'a montré Charlotte tout à l'heure, des sujets qui sont, heu, pris en main par beaucoup d'acteurs, hein. On voit que certains sujets sont devenus, quasi incontournables dans la plupart des fonds. Sur les axes d'amélioration qu'on peut citer, il y a l'orientation temporelle. Le label se passe sur 3 ans, 3 ans pour de l'immobilier, pour améliorer de l'immobilier. C'est on pourrait peut-être, s'attendre ou en tout cas, heu, vouloir, hein, dans les futures années et les futures évolutions du label peut-être, des paliers un peu à la manière du décret d'affaires finalement, hein, heu, des paliers d'amélioration sur un horizon un peu plus long. On pourra vraiment attester d'une amélioration entre 3, 5, voire plus. C'est vraiment là que va se est le cœur du sujet du bâtiment, hein, de l'immobilier et c'est là qu'on peut peut-être, vouloir, avoir une amélioration sur le plus long cours, que juste 3 ans. Hem, et un autre axe d'amélioration, c'est les enjeux prioritaires. Aujourd'hui, il y a assez peu, alors à part quelques critères qui sont obligatoires, il y a assez peu d'enjeux prioritaires qui sont ciblés.
C'est-à-dire que, par exemple, faire une grille ESG forcément axée sur un sujet social ou un sujet de gouvernance, quand peut-être effectivement le sujet environnemental est assez prépondérant sur l'immobilier. Peut-être une nouvelle mouture du label, une amélioration sur les années à venir, devrait avoir un niveau d'exigence sur certains sujets environnementaux qui va peut-être augmenter avec le temps. Voilà, sur cet axe d'amélioration. Sur, on va dire, chaque pilier du label, on va un peu parler des challenges qui peuvent être rencontrés sur les différents piliers. Le premier, hein, qui consiste à donner des objectifs ESG au fond, est d'abord un sujet d'équipe et de société. Alors, l'idée, c'est qu'il faut vraiment être très au clair sur une objectif à donner. Il faut que les équipes acquisition comme les équipes de gestion de patrimoine soient, on va dire, d'équerre hein, sur ces sujets avec la direction, évidemment. Il faut évidemment que ces sujets soient très bien saisis par tout le monde pour pouvoir être réellement mis en œuvre. Sur la méthodologie, hein, il y a cette idée souvent de concilier une méthodologie qui se veut un peu ambitieuse, qui se veut discriminante entre les actifs, euh, tout en gardant, on va dire, un pied sur les réalités des actifs sous-jacents. Hein. C'est très souvent le sujet qui revient dans les constructions de grilles. Hein. Comment adapter cette grille, par exemple, à des classes d'actifs un peu complexes. On pense par exemple aux actifs immeubles, ou généralement aux bails commerciaux où le locataire a un impact très fort, enfin, on va dire un pouvoir très fort, et quelle est la marge de manœuvre du gestionnaire. D'où l'intérêt aussi de concilier cette partie méthodologie avec la politique d'engagement. Sur le pilier 3, l'intégration ESG, hein, ça demande encore une fois, un peu comme le pilier 1, une intégration et une sensibilisation très très forte des équipes et une remontée des données fiables qui reste le challenge le plus important. On pense notamment souvent aux données énergétiques et aux données de flux en général. Ça reste un des sujets majeurs de remontée d'informations hein, et donc pouvoir intégrer pleinement cette méthodologie et les scores à la gestion. Sur l'engagement, encore une fois, hein, c'est l'acculturation des parties prenantes, j'en parlais déjà un peu dans la partie 2, est un sujet très important. On ne peut rien faire, notamment hein, pour beaucoup de classes d'actifs, peut-être encore plus pour des classes d'actifs comme le commerce par exemple, ou le résidentiel. On ne peut pas faire grand-chose sans l'engagement des parties prenantes. Donc là, l'acculturation, la sensibilisation est un sujet majeur. Enfin, sur le pilier 5, ce qui va demander souvent des efforts, hein, c'est souvent la mise à jour de la politique de gestion des risques et la sensibilisation des équipes risques et contrôle qui sont très importantes hein, sur la partie risque et on va dire plan de contrôle. Là-dessus, ça demande effectivement là aussi une acculturation des équipes elles-mêmes et une très très bonne communication de la politique qui va être menée pour pouvoir mettre à jour hein, et intégrer le ESG pleinement à ses fonctions. Et enfin sur le suivi, ce qui est le plus important finalement, hein, c'est le bon choix des indicateurs au départ à suivre. Il faut suivre hein, 8 indicateurs dans le label ISR. Il faut vraiment bien choisir en amont ces indicateurs qui vont permettre de pouvoir attester et montrer une amélioration des pratiques et une amélioration de la performance des bâtiments sur le temps. Ça, c'est vraiment le sujet central. Donc, en 30 secondes, Martin, pour taxonomie, parce qu'on est très en retard sur la Oui, alors sur la technologie, je vais aller très rapidement. On a le sujet similaire au pilier 3, qui est notamment la remontée d'informations, hein, qui reste le grand sujet. Marion pourra peut-être nous en reparler dans sa partie retour d'expérience. C'est un sujet très important qui touche toutes les sociétés de gestion. L'autre point sur la taxonomie que l'on peut, on va dire, regretter, et le challenge, c'est qu'on a un outil qui va très facilement mettre en avant le neuf, avec les critères qui sont choisis, d'exigence en termes d'énergie, etc. C'est le neuf qui revient très souvent comme un bon élève, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif et contre-productif, notamment par rapport au label ISR. Merci beaucoup, Martin. Rapidement, 30 secondes, l'article 29. Par rapport à l'article 29, c'est un rapport, on est aujourd'hui au deuxième exercice, ça rajoute donc une obligation de publication et de communication pour les sociétés de gestion en immobilier aussi, et surtout on a
pas mal eu de retours sur les besoins d'adaptation à l'immobilier, notamment sur l'engagement. Ils votent, donc ça doit être adapté à l'engagement auprès des parties prenantes. L'alignement aux accords de Paris, stratégie nationale bas carbone, c'est assez difficile pour certaines typologies de biens, notamment le résidentiel, pour avoir la donnée. Et puis l'alignement à la biodiversité, nous avons constaté que pour les actifs au centre-ville, c'est très difficile de réaliser les travaux ou mettre en place une stratégie d'alignement à la Convention de Rio. Pour les points d'attention majeurs, et je vais traiter un seul point parmi tous ces points, c'est la mise en place de feuilles de route stratégiques qui doit se poursuivre par une mise en place de feuilles de route de déploiement opérationnel. Et cette feuille de route stratégique ESG doit répondre au dernier point, qui est un point obligatoire, un point qui peut avoir un impact réputationnel majeur sur les acteurs. Donc, le plan d'amélioration continue, même si on l'appelle plan d'amélioration continue, ça intègre une composante stratégique majeure, et on a vu sur la place pas mal d'acteurs qui ont commencé par rédiger un rapport article 29, puis après faire une refonte de leur méthodologie, leur stratégie ESG pour répondre à ce point. Donc, et avec une vision moyen-long terme. Donc là, c'est une autre dimension d'intégration des critères ESG. Voilà pour notre retour d'expérience sur l'intégration auprès des acteurs du marché. Je passe la parole à Marion avec quelques minutes de retard. Bonjour à tous. Je représente donc Immocom Partners. Nous sommes gestionnaires, donc nous sommes une société de gestion et nous gérons le fonds Immocom Park qui a été labellisé début 2023 ISR. Donc Immocom Park, c'est 630 millions d'euros d'actifs sous gestion, exclusivement du retail park, et on a à peu près une trentaine d'actifs. Le fonds est dédié aux institutionnels et nous sommes uniquement en France et nous sur des axes, sur l'ensemble de la France. Nous avons commencé en fait cette démarche ESG en 2019 avec Etifinance. Nous avons travaillé avec la mise en place d'une charte ESG qui intégrait des politiques d'exclusion et puis des volets environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous avons après procédé à la mise en place d'une grille ESG qui nous permettait de noter l'ensemble de nos actifs et de pouvoir consolider et de voir sur quels axes on pouvait s'améliorer. Donc cette grille avait été établie selon la typologie de nos actifs, avec à la fois des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui nous permettaient d'établir un plan d'action, d'intégrer ces éléments dans des plans pluriannuels de travaux. On peut prendre l'exemple, par exemple, des bornes de recharge, l'installation de bornes de recharge sur un parking. C'était des éléments qui nous permettaient d'améliorer notre note et notre façon, et de déployer sur l'ensemble de nos actifs ces bornes. 100% des actifs sont couverts par les volets environnementaux, sociaux et gouvernance. On a choisi de noter tous nos actifs, de regarder et d'avoir une donnée très précise sur l'ensemble de tous les points E, S et G. On demande, alors, on retrouve les éléments qu'on a abordés précédemment, tels que les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, le travail avec les entreprises locales, la mise en place de mobilité douce, etc. Donc ces éléments, on retrouve dans la grille, et ça nous permet vraiment d'identifier sur chaque actif comment on peut l'améliorer. Donc cette démarche est vraiment très ciblée Retail Park.
on a toujours une démarche d'amélioration puisque l'objectif, on n'a pas, dans notre portefeuille, on a des actifs avec différentes réglementations thermiques. Donc, l'objectif, c'est aussi de pouvoir améliorer des actifs qui ont des permis de construire un peu plus vieux. On a aussi établi une cartographie de nos risques. Donc, on a établi comment notre risque climatique. On a utilisé l'outil Batadapt pour noter chaque actif sur les vagues de chaleur, les vagues de sécheresse, sur les risques d'inondation et les vagues submersibles. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a la connaissance de nos actifs, mais il faut qu'on aille un peu plus loin parce qu'en fait, c'est bien d'avoir ces informations-là, mais comment on peut travailler pour réduire notre vulnérabilité à ces risques climatiques. Et on établit des reportings tous les ans qui permettent de communiquer à l'ensemble de nos investisseurs sur ces volets. Chaque actif est noté, mais on peut aussi constater, quand on achète un actif, on regarde aussi comment il est noté par rapport à la grille que nous avons établie. Donc, on va regarder les consommations d'énergie, on va regarder les DPE, on va regarder comment il est situé, est-ce qu'on a des arrêts de bus, est-ce qu'on a des abris vélos, quels sont les éléments sur la biodiversité qui ont été mis en place, est-ce que les entreprises qui interviennent sont des entreprises locales, quelles sont les enseignes aussi, quelle est la politique des enseignes qui sont présentes sur le site, et ça nous permet d'établir une note et de voir aussi comment on va pouvoir améliorer l'actif une fois qu'il sera dans le portefeuille. Est-ce que, par exemple, si on a des consommations, si on a, par exemple, peu d'espace vert, est-ce qu'on a la possibilité de procéder à la désartificialisation des sols? Comment on peut le travailler? Est-ce que c'est quelque chose qui sera facile à mettre en place, etc. Et on a déjà, en fait, en amont de l'acquisition, regardé quels étaient les différents volets sur lesquels on pouvait progresser. On peut aussi dire que Immocom Parc est classé article 8 au sens de la réglementation SFDR, et donc la labellisation SR a été obtenue au premier trimestre 2023, avec donc une petite évolution quand même de la grille, puisqu'on l'a fait évoluer par rapport aux obligations ISR. On a établi une note de référence, et il faut qu'on arrive à avoir cette note. Donc, toujours avec des plans d'amélioration et avec une évolution progressive des actifs. Merci beaucoup, Marion. On arrive à 13h59. On n'a vraiment plus le temps pour la partie questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les poster ou à nous les envoyer directement. Je pense que mon adresse mail est disponible dans les invitations qu'on vous a envoyées pour ce webinaire. Et je vais veiller à répondre personnellement à vos questions. Merci à tous pour votre attention. Merci Simon, merci Marion et merci Martin qui a eu quelques problématiques de connexion et je pense là il s'est reconnecté. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour un autre webinaire. Yeah.